Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. On va passer à l'actualité d'abord internationale en parlant des banques, parce qu'on a eu une plus ou moins alarmistes ces dernières semaines, avec d'abord les États-Unis, puis la Suisse et maintenant on parle de l'Allemagne. On a la chance d'avoir des invités comme Sylvain Tiger, Guy de Lafortelle qui sont venus en parler. On aura Michel Santi dans 2 jours, accueilli par... c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Guy de Lafortelle. J'ai pas l'honneur de connaître Sylvain. Je sais qu'il fait un très bon boulot avec De La Marche, que lui je connais, que j'apprécie. Et je vous renvoie quand même à l'œuvre de Santi. Là, il vient de sortir un livre, alors là, qui tombe à pic, qui est grosso modo comment la Banque centrale suisse est devenue, a été prise d'assaut par les banques suisses, particulièrement par les 2 canards boiteux que sont UBS et Crédit Suisse. Et comment en fait ils ont... Et là, je tiens à faire ce point théorique. Parce que là, ça m'oppose à certains amis qui, pour certains, sont libertariens, ce que je ne suis pas. Il faut bien comprendre une chose. Particulièrement dans l'histoire des États-Unis, beaucoup d'hommes politiques ont craint l'avènement des banques centrales. En réalité, les banques centrales ont toujours existé. Je vous renvoie à ce dicton que j'avais mis en exergue de la loi du 3 janvier 73. Il n'y a eu finalement que 3 grandes inventions dans l'histoire de l'humanité: le feu, la roue et la banque centrale. Et c'est assez vrai finalement. Parce que les premières banques centrales, c'est simple, c'est les mines royales. Alors elles sont limitées par la quantité d'or qu'on peut extraire du sol ou qu'on peut obtenir de l'extérieur. Bon. Mais n'oubliez pas que cette rareté va très vite être, dépassée par le génie des hommes. Et qu'aujourd'hui, la monnaie est avant tout un fait de pouvoir. C'est du pouvoir réduit en pièces. D'accord? Ce qui fait la puissance d'une monnaie, c'est la confiance que vous avez en elle. Ce n'est pas la quantité d'or ou d'argent physique qui est dedans. Ça, c'est dépassé depuis très longtemps. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fasse pas partie de la monnaie, ne serait-ce que dans l'imaginaire, mais également dans la réalité. N'oubliez pas les garanties or, entre autres des stocks stratégiques d'or. D'accord? Mais ça veut dire que quand tout se casse la gueule, on retourne vers l'or ou vers l'argent. Mais ça ne veut pas dire que l'or et l'argent seront les réponses à ce qui nous arrive. Ils en feront nécessairement partie. Moi, j'ai été très sensibilisé par l'œuvre de Norman Palma, à qui on ne rend pas assez hommage là-dessus, mais de toute façon, il n'y a pas assez d'or physique et pas assez d'argent physique, vu que n'oubliez pas, Norman est un théoricien du bimétallisme. C'est pas un théoricien de l'étalon or, contrairement à ce que j'entends souvent. Pour équilibrer, donc vous voyez, l'étalon or à l'échelle internationale, l'argent métal à l'échelle nationale, nous n'avons de toute façon pas assez de ces 2 denrées pour pouvoir équilibrer l'économie monde. Mais nous pourrions le faire avec peut-être des paniers de devises, des paniers de monnaie dans lesquels il y aurait entre autres de l'or et de l'argent, d'accord? Donc, si vous voulez, ça c'est... faut bien voir une chose. Moi, je ne suis pas du tout pour la suppression des banques centrales. Je suis pour que les banques centrales redeviennent ce qu'elles devaient être. C'est-à-dire
une frontière stricte entre l'État et l'argent, orientée dans le sens des États et des populations. Alors vous me direz, ce n'est pas tout à fait l'histoire de la Banque d'Angleterre, je vous l'accorde bien volontiers, c'est encore moins l'histoire de la Fed, je vous l'accorde encore plus volontiers. Mais c'est l'histoire de la Banque de France. Et à titre personnel, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Et d'ailleurs, imaginez, on liquide les banques centrales, très bien. On liquide évidemment la Banque des règlements internationaux, la BRI. C'est normal. Elle refinance des banques centrales défaillantes, de temps en temps. Donc bon, si on les liquide, on les liquide. Bon, très bien. Le souci, c'est que si à un moment on se retrouve face, c'est qu'à un moment ou à un autre, on ne tient pas un État moderne avec les crédits nécessaires qui sont à l'investissement d'un État, vu les extraordinaires défis qui sont en face de nous. Le vieillissement, la gestion de la transition économique, démographique et économique africaine, le spatial, la recherche scientifique, si vous voulez, sans des systèmes d'avance de l'État, on ne va pas revenir à un circuit financier d'avant 1914. Il faut que vous arrêtez de rêver. Et surtout, je vous le dis tout de suite, quand vous le ferez, vous allez pleurer vos mères. Donc, essayons d'être réalistes. Alors, certains me disent, de toute façon, il faut liquider les banques centrales, regarde ce que c'est devenu. C'est devenu parce qu'on a laissé la corruption s'installer. Et là, nous avons tous une part de responsabilité. Parce qu'en termes de citoyens proactifs, on n'a pas été si proactifs que ça, les enfants. Non, faut être honnête. La corruption s'est installée. Et là, nous avons laissé, et c'est la globalisation qui l'a fait, mais la globalisation, qu'est-ce que c'est? C'est le retour des grandes rentes prédatrices. C'est les barons. Ça a toujours été ces gens-là. C'est pas la première phase de mondialisation, c'est pas la première fois que des escrocs nous vendent de la verroterie. Ils se sont toujours fait saigner, là ils estiment qu'ils gagneront la partie. Ils l'ont perdu les 3 fois précédentes. Mais ils estiment que ça y est, c'est leur tour. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que ce soit leur tour. Là, on est face à des concentrations de capital hors du commun. On a Michel Santil donne les chiffres de la division du nombre de banques aux États-Unis. C'est à vous faire froid dans le dos. On a des concentrations de capital comme on n'en a jamais eu, qui font croire, c'est l'hypothèse de Jacques Sapir, que oui, on va peut-être dépasser le capitalisme, mais peut-être pas vers le mieux. Ça va peut-être être encore bien pire. Et là, vous avez ce que certains appellent le capitalisme de connivence, qui a pris le contrôle des banques centrales. Mais toute institution peut être corrompue. Et là, je suis désolé de vous le dire, toutes les institutions sont corrompues. Toutes. Citez-moi une qui même l'armée l'est un peu. Quand vous voyez les généraux de plateau, vous avez peur. Et au passage, les institutions publiques sont corrompues, regardez les institutions privées. Des multinationales à l'Église catholique. Ou autre religion, je ne suis pas sectaire. Hein. Je suis généreux avec mon mépris. Mais vous voyez, la corruption a pris les banques centrales et aujourd'hui, c'est un système de racket que vous venez encore de voir. Guy de Lafortelle en parle très bien, c'est-à-dire une partie des marchés veut le retour du quoi qu'il en coûte. En réalité, c'est pas le quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il vous en coûte. D'accord ? Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est vous avez des banques qui chutent et pas des banques totalement négligeables. Et qui chutent pourquoi ? Jacques Cheminade l'a très bien expliqué. Parce que vous avez premièrement, vous avez eu les taux négatifs qui ont disons, suspendu, puisque maintenant on essaye d'en sortir, ou on en est sorti, la rentabilité des dettes d'État, et je vous rappelle que la dette d'État, c'est parmi l'une des drogues des grandes banques et des établissements financiers. On parle beaucoup des banques, on devrait aussi parler des compagnies d'assurance.
vous avez les nouveaux, vous avez évidemment ce qui était les anciens, maintenant anciens produits dérivés, donc les CDO, CDS qui sont toujours là, qui n'ont fait que croître et embellir, et qui ont créé une sorte de gigantesque cordée, ce qu'on appelait un mariage républicain dans le temps. Vous savez, quand vous attachez des gens avec des grenades. Et ben aujourd'hui, vous avez une cordée de grenades qu'on appelle le système interbancaire international, comme ça, et de l'eau, c'est-à-dire qui unit des banques virtuellement mortes et des banques qui peuvent vous sauter à la gueule dans la minute. Ça peut aller très vite. Là, Crédit Suisse, tout de suite, on dit, vous inquiétez pas, on va payer, et pire que ça, on va faire un mariage arrangé avec UBS, c'est-à-dire qu'on va collectiviser les canards boiteux. Ça fera une belle portée. Si quelqu'un a du formol, j'en veux bien. Mais voilà où nous en sommes, c'est-à-dire c'est le retour du too big to fail, too big to jail, en réalité, non pas le retour, mais la réémergence d'un phénomène qui n'est jamais parti et qui nous dit juste, dès qu'on aura un souci, vous allez raquer. Parce que sinon, on entraînera tout le monde dans notre chute. C'est ça, too big to fail. C'est arrêtez-moi ou je fais un malheur. Et bien évidemment, le regard en Europe va, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a envoyé ces petites perquisitions pour fraude fiscale au bon moment, ce qui permet de donner à des canards, surtout des canards de gauche, un sujet d'excitation, alors que les banques internationales font de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Vous lirez Jean-François Guéraud, le nouveau au capitalisme criminel, vous m'en direz des nouvelles. Donc, le système bancaire mondial est un système mafieux. Oh, la belle affaire. Merci Jeannot de nous avoir dit ça. En réalité, l'opération de diversion est grasse et n'ira pas loin. Il est normal que dès qu'on parle de faillite en série, tous les yeux en Europe se tournent vers quoi ? Vers les banques allemandes. Les banques les plus pourries. Tout à fait normal. Je ne dis pas que les banques françaises alors elles sont mieux gérées, ça j'en suis persuadé, mais surtout, elles ont une connivence avec le pouvoir qui fait qu'elles sont plus couvertes. Et aussi ça. Mais peu importe par quel bout tombera la cordée, elle tombera de toute façon. Alors ensuite, tous ces gens pensent que les populations banqueront à chaque fois. Et si on fait un exercice de politique fiction, voilà comment ça peut... Je ne dis pas ça va, je dis ça peut se terminer. Quand vous aurez fait trop de dettes, parce que vous savez, la dette, c'est pas le problème, la dette, c'est est-ce que vous pouvez la soutenir et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et surtout, qui tient la dette ? Quand vous en aurez fait trop, c'est-à-dire qu'elles auront, disons, surpassé vos capacités d'y faire face, et qu'elles auront pourri la totalité des rapports économiques, vu que la dette est vivante. Hein. Elle s'insinue dans l'économie, elle s'insinue dans le prix de l'eau, elle s'insinue dans le prix des denrées, etc. C'est aussi pour ça qu'elle crée de l'inflation, à un moment ou à un autre. Enfin, en tout cas, un type d'inflation particulièrement pénalisant, parce qu'il y a plusieurs types d'inflation. Et donc, à la fin des fins, c'est les monnaies elles-mêmes qui brûleront. C'est un scénario bien connu de certains microéconomistes souverainistes. Je pense à Patrice Lecomte, à des gens qui ont été oubliés aujourd'hui malheureusement, mais ça nous pend quand même au nez. On va passer à la question du Brexit. On a pas mal d'auditeurs qui nous ont demandé votre avis et de faire un point sur le Brexit. Parce que comme ça, au premier instant, on aura envie de se tourner vers ce pays pour se demander si la France ne devrait pas suivre le même chemin. Donc, un bilan du Brexit vous est demandé. Alors si vous voulez, il faut bien comprendre une chose. Premièrement, personne n'a jamais dit que le Brexit était une baguette magique
qui allait tout ouvrir en Grande-Bretagne. Personne ne l'a dit. Donc la seule chose, c'est que je vais revenir à une définition de base que toute personne qui est allée en terminale connaît. En philosophie, il y a ce qui est nécessaire, il y a ce qui est suffisant. Ce qui est suffisant, c'est ce qui, et comme son nom l'indique, se suffit à soi-même. D'accord ? Ce qui est nécessaire, ça n'emplit pas tout ce qu'il faut pour que quelque chose ait lieu, mais sans ça, ça n'aura pas lieu. Pour que la Grande-Bretagne soit pleinement libre, le Brexit était nécessaire. Ensuite, pour régler les problèmes de la Grande-Bretagne, il n'est pas suffisant. Mais ça, on vous l'a toujours dit. Si vous voulez, moi, je n'ai pas cette pensée magique de certains identitaires qui pensent que en récitant 3 pages d'Éric Zemmour, ils vont faire disparaître Mokhtar et ses amis qui font le mur. Non, la seule chose, c'est que nous, on peut pas s'en débarrasser. L'Angleterre peut s'en débarrasser. Ensuite, est-ce que l'Angleterre va se débarrasser de certains de ses problèmes ? C'est pas dit. Il faut déjà que les Anglais le veuillent. Et là, je vais passer plusieurs choses en revue. Premièrement, le Brexit a permis de faire redémarrer la lutte des classes en Grande-Bretagne. Ça, c'est un truc que M. Bégodeau, par exemple, n'a pas compris. Mais on a augmenté les salaires pour la première fois, on a balancé les travailleurs détachés, particulièrement d'Europe de l'Est, qui détruisaient l'emploi en Grande-Bretagne, comme ils le détruisent en France. Il y en a près de 400 000 en France. Et si Boris Johnson n'avait pas fait ça, il n'aurait pas récompensé le petit peuple britannique. Ce qui a permis encore d'abaisser le chômage, et donc de encore augmenter les salaires. Parce que quand il y a une main-d'œuvre peu disponible et que l'armée de réserve des chômeurs n'existe plus, les boîtes sont bien obligées à un moment ou à un autre d'augmenter les salaires pour attirer les gens. Comme ça. Hein, c'est un simple jeu d'offre et demande. D'accord ? Le seul problème, c'est que l'élite britannique ayant fait une guerre contre le Brexit, Jean-Michel Salmon, qui a écrit, à mon avis, l'ouvrage définitif sur le dictionnaire du Brexit en 2 volumes, que je vous recommande à plus d'un titre. Ils ont envoyé la traîtresse Theresa May qui a fait perdre 2 ans à la Grande-Bretagne, et ensuite ils ont dû faire appel à Bojo, et c'est le parti conservateur qui est habitué à liquider, à couper les ailes des personnalités trop fortes, qui a coupé les ailes de Bojo. Pourquoi ? Parce que Boris Johnson avait une optique interclassiste. Or, le Parti conservateur britannique est dans une optique libérale depuis toujours. Et le Parti conservateur britannique a toujours maltraité les hommes les hommes et les femmes qui l'ont le plus servi et qui ont le plus servi la Grande-Bretagne. Ils ont maltraité Churchill. Quoi qu'on pense de Maggie, ils ont maltraité Thatcher. Et ils ont maltraité Thatcher sur le dossier européen, je vous le rappelle. Elle est soupçonnée d'europhobie, ce qui d'ailleurs, si on avait traduit son ouvrage politique théorique le plus brillant, Statecraft, que je me suis promis de faire traduire un jour pour emmerder les libéraux français à la Lisnard, vous verriez qu'elle était très eurosceptique. Elle annonce même le Brexit très clairement. Je vous rappelle, et ça, nous publierons un texte dans l'un des prochains Perspectives Libres sur une personnalité qui mérite beaucoup mieux que ce qu'on a dit d'elle, qui est Enoch Powell, qui a été privatisé par l'extrême droite, alors qu'il n'est pas un homme d'extrême droite. Les parallèles avec Boris Johnson et Enoch Powell sont glaçants. Ce sont 2 hellénistes de talent, tous les deux. Ce sont 2 combattants de l'indépendance de la Grande-Bretagne. Enoch Powell n'est pas du tout liquidé pour le discours des rivières de sang, qui d'ailleurs, excusez-moi, n'est rien de plus qu'un thème de version latine.
Je vois le Tibre se charger de sang. La phrase n'est pas du tout d'Enoch Powell, c'est une locution latine. Ce qui est tout à fait normal pour un helléniste, un latinisant comme il l'était. Le fameux discours où il annonce que pour lui, l'immigration fera que la Tamise se gorgera de sang. Mais en réalité, il ne fait que citer une locution latine. Ce n'est pas du tout le raciste avec le sang qui lui sort des lèvres, comme certains ont osé le dire. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, ceux qui parlent de lui aujourd'hui dans une part des droites européennes desservent sa mémoire. Parce que eux sont européistes, et je rappelle que Enoch Powell, sa carrière est brisée parce qu'il est souverainiste avant la lettre. Et oui, l'horrible vérité. Or, le Parti conservateur est aussi le hub, un des hubs de l'influence américaine en Grande-Bretagne, et que comme l'Angleterre retourne à elle-même et retrouve sa souveraineté, elle retrouve aussi une partie de ses défauts. Son parlementarisme, qu'à titre personnel j'ai toujours trouvé hors d'âge, mais bon, c'est leur manière de vivre. Moi je suis souverainiste, ça me gêne pas. Et un autre défaut qui est leur atlantisme. Bon, oui, ils ont une part d'identité atlantique. Le problème, c'est que Boris Johnson s'est jeté dans la guerre d'Ukraine pour pouvoir avant tout négocier face aux Américains. C'est pas Boris Johnson qui a vendu l'Angleterre aux Américains, c'est Tony Blair. L'abject Tony Blair, qui aujourd'hui est a priori le plus souvent à Kigali qu'il n'est à Londres, me dit-on. Il a retrouvé les hospitalités de Monsieur Kagame. Entre humanistes, les soirées doivent être sympas. Et je pense que Boris Johnson voulait négocier, ce qui était beaucoup plus difficile avec Biden qu'avec Trump, vu que Trump a vu le Brexit comme une bénédiction pour l'Amérique, telle que Trump voyait l'Amérique. C'est-à-dire que grâce au Brexit, Trump voyait l'Angleterre, et ça se voit dans le livre blanc de la défense américaine pour l'avoir lu de Donald Trump, où l'Union européenne n'est même pas citée, la France occupe un demi-paragraphe et l'Angleterre une section entière. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre libre, l'Amérique retrouvait un allié, disons, dans la plénitude de sa puissance. Biden, pas du tout. Biden est entouré de gens comme Blinken, c'est-à-dire ce qu'on appelle les germano-américains du département d'État. Eux, l'autonomie de la Grande-Bretagne, jamais de la vie. Pour eux, l'Europe est dans les mains du flic de quartier, l'Europe, Grande-Bretagne compris, et le flic de quartier, c'est l'Allemagne, et ce depuis les années 1880. Donc, Boris Johnson a servi la soupe aux Américains sur l'affaire ukrainienne, d'ailleurs beaucoup plus dans le discours que dans autre chose. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne va donner un nombre de tanks ridicule à l'Ukraine. Mais par contre, je pense que Boris Johnson a meublé pour pouvoir reprendre potentiellement la main sur le complexe militaro-industriel britannique, ce qui lui permettait de pouvoir réaliser Global Britain. Après, pourquoi le Parti conservateur avait peur de Global Britain ? C'est que si vous faites Global Britain, vous avez une Angleterre multipolaire, donc une Angleterre qui doit développer une tempérance géopolitique. Il est tout à fait normal qu'un pays qui entre dans la multipolarité soit un pays beaucoup moins interventionniste, puisque vous êtes dans des intérêts croisés à l'échelle mondiale. Donc vous la ramenez pas sur tout. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un jeu diplomatique extrêmement subtil. Alors que quand vous êtes dans un jeu diplomatique occidentaliste, tout se décide entre Washington, les laquais à Bruxelles et un aller-retour entre Washington et le Pentagone quand vraiment il y a un problème. Ça, c'est une vie politique mondiale extrêmement rudimentaire, arriérée, mais très facile à comprendre. Elle est au niveau intellectuel de gens comme M. Quatremer. Mais quand la multipolarité, qui est un fait, c'est pas une théorie, la multipolarité, eh bien, vous devez vous dire, l'action qui est la mienne
comment va-t-elle être prise à Pékin? Comment va-t-elle être prise à New Delhi? Ne va-t-elle pas nuire à mes intérêts à Moscou? Etc., etc. Vous voyez, c'est un jeu beaucoup plus subtil. Parce que vous devez avoir une empathie générale vis-à-vis de l'ensemble des joueurs de ce qui est devenu un gigantesque échiquier. Et d'un côté, la géopolitique britannique ressemblerait beaucoup à cette notion de la pensée internationale hindoue, qui est leur utilisation de la notion de tempérance. Et ça, le Parti conservateur britannique a dit hors de question. Hors de question. Et là, pour le coup, l'Angleterre n'a pas eu besoin de quoi que ce soit pour se friter avec les pop-off. Ça fait 2 siècles qu'ils peuvent pas se blairer et que l'élite britannique, le peuple britannique, c'est très drôle, est totalement parallèle au peuple français là-dessus. C'est-à-dire que les vagues de russophobie lui glissent dessus comme de l'eau sur un canard. C'est très très drôle. Fallait voir les sondages élogieux qu'a eu Vladimir Poutine pendant des années dans la rue à Londres. Mais par contre, dans l'élite britannique, dès que vous dites pop-off, là, d'un seul coup, comment dire, on yoyote du chapeau melon. C'est très très drôle. Et là, arrive, Sunak. Alors je passe sur la traîtresse qui était entre les deux, parce qu'elle elle n'a eu que le temps de déplier son mouchoir. Donc, arrive Sunak, mais Sunak, lui, a été les ailes lui ont été brisées par ses anciens amis financiers qui ne voulaient pas que la Grande-Bretagne, disons, teste de nouveaux types de rapports économiques. Ça a été l'une des grandes peurs, parce qu'en réalité, une partie du patronat britannique a profité du Brexit, mais n'a pas supporté que Boris Johnson tienne sa parole vis-à-vis des classes populaires. Et en réalité, ils veulent maintenant un Brexit light, ce qui permettra tout de même à la Grande-Bretagne d'être souveraine. Je vous rappelle par exemple que l'accord sanitaire avec l'UE, la Turquie a exactement le même. Est-ce que Erdogan est dans la main des Européens? Certainement pas. Vous voyez? Ce sont rien de plus que des accords techniques, mais la route est encore longue pour que la Grande-Bretagne puisse transcender ses problèmes internes, mais maintenant, elle en a la possibilité. Nous sommes encore... On grattera les plaies de notre liberté quand on sera sorti de cellule. Pour l'instant, nous, on est encore au fond du cachot. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.